Bonsoir à tous et bienvenue dans Comic Afrique, l'émission qui met en avant le parcours et le talent de nos jeunes humoristes et créateurs de contenu. Aujourd'hui, on va faire un petit tour aux Comores avec Naïm. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, ça va? Très bien. Un petit tour aux Comores, mais on t'a déjà vu en trio, en faisant un petit spectacle avec Olivia que j'ai eu l'occasion d'interviewer et Waze. Vous avez fait un spectacle qui s'appelle Juste 20 minutes. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, c'était Wes qui avait proposé cette idée-là. Moi, j'étais à une période où ça commençait à avancer bien, mais j'avais pas d'idée de faire plus que ça. C'est un peu lors de tes débuts ou c'est en... Non, c'était pile sur ma première année. C'était quasiment, c'était mon anniversaire et l'anniversaire de stand-up. C'était vraiment à la même période. Ah ouais. Du coup, ça fêtait mes 1 an de stand-up et c'était une bonne occasion. Ouais. C'était l'occasion de mettre... là, c'est bien un peu d'être avec d'autres humoristes, de faire des fois 20, fois 30. Là, c'était ouais. fois 30. Ouais, c'était fois 20, c'était 2, 3 Comme vous étiez 3, ouais. C'était 3 fois 20. En fait, il y a 2 fois 30 et 3 fois 20. Ouais, bon. Qui se fait, juste 20 minutes. Voilà, juste 20 minutes. Comme c'était Olivia qui avait trouvé ce nom en plus, comme c'était dit. Et ouais, c'était un bon exercice pour mettre un peu... en fait, c'était pour moi, je l'ai senti comme un... Vu que ça faisait 1 an, je mettais un peu 20 minutes de ce que je travaillais pendant 1 an. Je les mettais vraiment sur un format 20 minutes. C'était un bon exercice dans le sens où j'ai vu l'aboutissement de mon travail sur 1 an. Ça prend du temps, hein. On voit que d'écrire, même pour 20 minutes, 1 an. Pour 20 minutes. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, on travaille des 5, 10 minutes encore et encore et encore. Il y a certaines choses qui ne marchent pas forcément. Du coup, on essaie de les retravailler, on les réécrit. Et moi, je suis très dans l'instinct. Du coup, je travaille souvent sur des 5 minutes que je prolonge un peu avec le public, j'échange avec eux pour essayer d'avoir d'autres idées. Donc, c'est un aboutissement très long, juste pour 20 minutes. Donc, je ne me dis même pas comment ça sera pour 1 heure. Ça va être... Il y a le temps d'apprendre, Et qu'en est-il? Là, c'était un spectacle gratuit. Donc, c'est un peu dans l'optique de promouvoir votre plume ou un peu de rendre accessible l'humour. Moi, je ne vois pas de côté financier pour l'instant. Ah, pour l'instant, ouais. Personnellement, je prends juste du plaisir. J'aime beaucoup. En fait, quand j'ai commencé à jouer, c'était vraiment sur un coup de tête. J'ai jamais rêvé d'être sur scène. Ok. C'était vraiment des potes à moi m'ont inscrit. Un pote qui s'appelle Yanis d'ailleurs, un autre humoriste. On va en parler, ouais. Yanis et Khaled, c'est eux qui m'ont lancé dans ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi qui fait qu'ils ont dit « Ah, lui, il peut être humoriste, stand-upper » Rien. Sur un coup de tête, on t'a inscrit. C'est vraiment sur l'ambiance générale d'un groupe de potes. Quand on parlait, ils disaient « Ouais, Naïm, vas-y, viens faire et tout. » Parce que j'aime bien faire le fou en règle générale. J'aime bien faire le fou et tout. Ils disaient « Ouais, ça pourrait te plaire et tout. » J'ai toujours dit non. Et du jour au lendemain, ils m'ont inscrit un peu de force. Et je suis juste allé, j'ai parlé de ma vie, les gens ont kiffé. Après, je suis parti, j'ai réfléchi, je me suis posé dessus. Et en vrai, j'aime faire rire les gens. J'ai toujours été dans une grande famille, toujours eu des sœurs, j'ai toujours été le clown de la famille un peu. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Mais... Et un peu entre vous trois, là, c'est qui un peu le plus drôle hors scène et sur scène? Hors scène un peu titillé, on va voir. Ouais, c'est un peu différent. Je pense que tout le monde sera d'accord. Dans un groupe de potes, on a tous un peu notre façon d'être drôle. On parle d'Olivia ou... Tout le monde, Waze et Olivia, votre trio, on va dire. Olivia, c'est plus lancer des pics et regarder les autres et partir. Faut pas qu'elle soit trop méchante. C'est la méchante, mais un peu discrète. Elle lance juste des pics comme ça et après, elle repart. C'est un sniper, Olivia, c'est un sniper. Du coup, elle est très forte dans ça. Ouais, c'est un peu le petit... Du coup, il est toujours dans et tout l'humour de petit. Quand on est là, on parle, on va se moquer de lui, mais pas vraiment se moquer de lui. C'est cette ambiance-là de, je sais pas si vous comprenez, dans une bande de potes, il y a toujours un petit, un grand. Et là, c'est lui. En tout cas, il a cette étiquette-là. Et c'est lui, voilà. Et il n'y en a pas un, justement, qui se démarque du lot que toi, tu trouves un peu plus drôle? Dans ce groupe de 3-là ou en général? Non, dans ce groupe-là, franchement. Juste 20 minutes. Si on parle d'humour scène ou humour... Hors scène. Hors scène? Ah ouais. Hors scène, c'est moi. Voilà. C'est moi. Hors scène, c'est moi. Non. C'est pas pour me la péter, mais non, c'est moi, je pense. Et là, on a parlé, donc tu as un peu décrit un peu leur style, on va dire, le psy, Olivia qui lance des pics. Toi, un peu ton style, tu le décrirais comment? Moi, je le vois un peu lifestyle,
un peu tu parles de tout, des situations. Mais toi, un peu, comment tu le décrirais? Je le décrirais ouais, comme tu as dit, le lifestyle un peu. Je raconte ce que je vis. En fait, il y a cette petite transition-là. Par exemple, Olivia, en plus, c'est un très bon exemple. Parce que c'est Olivia en quelques années de moins que moi. Ouais, oui, ouais. Il a un humour où il commence à rentrer dans la phase d'adulte, où il a encore ce petit jeu entre je viens de quitter la maison de mes parents, je commence à être indépendant, donc je commence à faire des choses. Donc il commence à prendre conscience de certaines choses quand il était plus jeune et de comment il grandit lui en tant qu'homme. Olivia, il a encore cet humour-là un peu, je vis encore chez mes parents, je suis encore sur leur autorité. Du coup, elle parle beaucoup de sa vie en tant que jeune femme qui vit encore chez ses parents, tout ça. Du coup, il y a ce regard-là. Et moi, je suis dans une vision un peu plus... je vis seul depuis très longtemps, j'ai vécu des choses, j'en ai encore d'autres à vivre. Du coup, j'ai un humour beaucoup plus large et beaucoup plus lifestyle dans le sens où je parle vraiment de tout ce que je vois. Je n'ai pas un fond. Pour l'instant, je ne dirais pas que j'ai un message de ouf, mais je raconte ma vie. Et c'est ça que je kiffe. C'est je raconte ma vie, les gens adhèrent au message et kiffent. Et... On voit aussi que tu as un bon sens de l'observation au niveau de la société. Moi, il y a un sketch qui m'a fait mourir de rire, c'est sur les vendeurs. Je te propose qu'on regarde un extrait dessus. Okay. Parce que tout ce qui est Nike, JD Sport, courir, ils engagent les mêmes gars. Grand, noir, tressé. Ce qui est fait partout où je vais. Calme-toi, calme-toi. Partout où je vais, je suis vendeur. En fait, je suis comme Superman. Partout où je veux, on me reconnaît. Oh, j'ai besoin d'une Air Force One en 44 là. Air Force One en 44, attendez, je vais chercher ça. Et elle est tout déjouée. Pourquoi ce cliché-là, ça t'a marqué? Ça m'a marqué parce que mes premiers emplois, j'ai eu deux. Enfin, quand j'ai arrêté la fac, j'ai commencé à travailler. J'ai eu deux emplois en tant que vendeur. Un à Saint-Denis. À Basilique Saint-Denis, à Sanasport, il y en a sûrement qui connaissent. Et juste après ça, j'ai eu Nike. Et j'ai toujours été entouré. C'est vraiment un cliché avéré. C'est vraiment un cliché avéré. En fait, c'est un cliché. On n'aime pas les clichés en soi, mais c'est un cliché avéré. À Nike, j'étais au Nike de la Défense, on n'était que nous. Que tressé. Grand. Et souvent, ce cliché du basketteur, un peu, et c'est avéré. Et c'est avéré ce qui fait. Et t'as pas peur un peu que ce stéréotype-là soit ancré? Vraiment, le fait de passer, on va dire, là tu m'as dit que tu passais pas trop des messages, mais que ça perdure en tout cas ce stéréotype-là. T'as pas peur un peu que ça soit le cas, qu'il n'y ait pas plus de diversité, on va dire? Après c'est pas genre, je trouve pas ça problématique. J'en parle comme ça, mais pour moi, c'est pas problématique dans le sens où moi, quand j'ai eu ce travail-là, ça m'a un peu sauvé la vie. Dans le sens où j'avais arrêté mes études et je me cherchais encore un peu. Et j'ai eu cette opportunité-là où eux, ils m'ont fait confiance. Du coup, j'ai pu continuer le basket à côté et en même temps travailler et faire mon pain. Et je trouve que c'est une porte d'entrée pour plein de gens, pour avoir une carrière. Là, je parle de Nike parce que j'ai vécu que ça. Mais il y a souvent d'autres entreprises qui permettent, dans des entreprises comme ça qui sont accessibles, qui permettent à des jeunes qui ne se trouvent pas forcément à l'école de faire une carrière et de faire des choses qui peuvent être bien. Moi, par exemple, à Nike, j'ai travaillé avec des gens formidables. Il y a eu des producteurs, il y a eu des vidéastes, il y a eu des rappeurs, il y a eu des chanteurs. Plein qui sont en train de péter en ce moment. Donc non, c'est... Pour le réseau, c'est bon, quoi. Pour le réseau, franchement, postuler. J'aimerais savoir, est-ce que tu as grandi à Sarcelles ? Parce que tu en parles beaucoup au niveau, notamment, les fameux caddies, tout ça. C'est vraiment, on voit que tu as vraiment un sens de l'observation dessus sur la société. Donc, on aimerait savoir, pourquoi Sarcelles? C'est parce qu'il y a un lien? Je vis à Sarcelles. Ça fait 7 ans. 7 ans que je vis à Sarcelles. Je n'ai pas grandi là-bas. Ça fait quand même 7-8 ans que je vis là. Depuis que je suis arrivé à Paris, j'étais là-bas, du début à la fin. Donc, tu as pu vraiment bien observer dessus. Et Sarcelles, c'est quoi le constat, là? Le constat de Sarcelles. Sarcelles, j'en parle avec ces clichés, mais Sarcelles, c'est beau. Sarcelles, c'est beau dans le sens où tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, c'est en train de se gentrifier un peu, si on peut dire ça, où il y a beaucoup de logements pour les jeunes étudiants, pour les jeunes travailleurs, là où je suis actuellement, ce qui nous permet à nous de trouver une solution, de se loger et de vivre décemment, on va dire. Du coup, c'est une très belle ville. C'est en train de devenir une ville très cosmopolite, etc. Du coup, je mets le point sur les positifs, mais
Ça, c'est particulier. Et il n'y a pas quand même ce petit aspect-là où tu aimerais quand même faire passer des messages quand même, parce que là, comme tu en parles, Sarcelles, ok, tu mets les clichés, mais vraiment c'est dans le but de faire rire, ou il y a un petit côté quand même, un petit éveil. En vrai, c'est un éveil. Au début, par exemple, dans la vidéo qu'on a lancée juste avant, c'était vraiment l'ébauche d'une blague. Ouais. C'était un cliché que j'ai vu et j'ai juste rendu ça drôle. Et plus j'avançais, plus ça se peaufinait, plus le message il était beaucoup plus dans l'éveil un peu. Dans l'éveil. Et d'ailleurs, ce sketch, il a évolué aujourd'hui. Ah, j'ai un tout nouveau, enfin, je l'ai transformé pour qu'il soit beaucoup plus... Impactant, on va dire, avec un vrai message, un message réel qui est derrière sur la société et sur certains clichés qui sont transformés de façon négative par certaines personnes. Et il y a plein de sketchs à moi qui se sont transformés comme ça. Et je commence à avoir des sketchs un peu plus matures et un peu plus dans le message, alors qu'avant, je n'avais pas vraiment de fond. Je voulais juste faire rire, c'était le seul but. Aujourd'hui, je commence à chercher des fonds et chercher des messages à faire. C'est intéressant parce que les humoristes ont un style d'écriture. Là, c'est ce que tu es en train de travailler à chaque fois. Tu renouvelles ou alors que tu veux que ça soit un peu plus impactant. Est-ce que là, tu arrives à gérer l'écriture ou tu fais un peu de l'impro? Tu arrives quand même à avoir un rythme entre improvisation et écriture à fond? J'ai un humour qui est très instinctif. Ah. Alors, une fois que je rentre sur scène, je n'ai pas forcément une ligne directive. Je sais de quoi je vais parler à la fin, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Ah. Du coup, déjà, ça m'enlève un poids. Parce que j'ai un truc que je dis toujours, il n'y a pas de quoi stresser s'il n'y a pas de plan. Genre, je ne peux pas stresser pour quelque chose si je ne sais pas ce que je vais faire. Du coup, je monte, je me fais confiance, je commence à parler au public et selon ce qu'ils vont me dire, les retours que je vais avoir, je saurai comment je construis mon truc et quels mots disons. Et j'essaie de construire autour de ça et voilà. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu t'es dit, oulala, ça je préfère pas en parler ou j'en parlerai peut-être après quand j'aurai un peu plus de conscience? Et lesquels surtout? Après, je ne me donne pas trop de tabou. Le seul truc que je me dis, je ne parle pas de choses où je ne connais rien. Si ça ne me touche pas, ni de près ni de loin, j'en parle pas. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien faire de l'humour sur certaines catégories de société ou certains types de personnes. Moi, je ne m'y aventure pas. Si je ne connais pas, je ne m'y aventure pas. Je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Je ne vais pas parler des autres. Et ton vécu, parce que tu l'assumes même dans ton spectacle, tu bégayes. Et tu le mets vraiment ça en avant, donc tu parles vraiment de ce que tu connais. Je te propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Sur scène, parce qu'à chaque fois que j'ai peur que mon handicap revienne, j'ai un handicap super chiant sur scène. Je viens de le faire, je bégaye, et c'est super chiant, en vrai. C'est les ligaments croisés des humoristes. Ça du JCC, et bim, je bégaye, dommage. Mais le plus chiant, c'est en couple. En vrai, je gagne jamais de dispute avec ma femme. Jamais de la vie. Elle commence, ouais, t'as pas fait la vaisselle. Ouais, mais. C'est fini. Et le pire, c'est qu'elle crie, oui, et là, je suis mort dans le game. Mais, je peux jouer cette carte joker sur d'autres points. En vrai. La dernière fois, je me suis fait contrôler par des contrôleurs parce que je fraude. Mais jugez pas, je prends le RERD. Merci. Pour les odeurs que je sens. Sur la vie de ma mère, je paye pas. Mais ça, je leur dis pas. J'essaye de jouer un petit truc. Mais je savais pour qu'ils me prennent par et en fait, ils s'en battent les couilles. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que c'est des contrôleurs dans le RERD. C'est déjà l'enfer. Tu peux être un manchot. Tu vas payer, mon pote. Et tellement j'allais loin dans mon mensonge, ça devenait ridicule. Je bégayais plus. Ça n'a pas été un frein, justement, ton bégaiement? Non. En plus, mon bégaiement, il s'est réveillé super tard. C'est une histoire, on va croire que je suis fou. C'est l'essence de mon karma. Mon karma, il est puissant. Ah bon? Le gars qui gère mon karma, c'est le meilleur employé du monde à chaque fois. Je bégayais pas de base. Et j'avais un voisin, c'était mon meilleur ami aux Comores, et lui, il bégayait. Et je me moquais de lui tous les jours, matin. Tout s'explique. Je me réveillais un matin, je bégaye. C'est une histoire vraie. Ah ouais, eh ben là... Je bégayais pas. Ça, c'est un bon message là, à passer. Vous moquez pas. Vous moquez pas des gens qui bégayent, vraiment. Vraiment. Mais non, ça n'a pas été un frein. J'ai eu beaucoup d'exercices.
j'ai mes petites techniques. Par exemple, dès que je vais bégayer, je vais faire semblant de réfléchir à ce que je vais dire. Mais ça me permet aussi de réfléchir vraiment à ce que je veux dire. Et ça m'a permis de ne pas avoir peur. Parce que je savais que je bégayais, c'était trop tard. Tu as commencé à parler, parle. Donc non, pour moi, ce n'est pas un frein, c'est au contraire. Et tu t'es pas senti un peu désavantagé par rapport aux autres humoristes? Non, sur scène où il n'y a pas eu en se disant ouh là là, la barre est haute, je vais peut-être un peu voilà, glisser, on va dire. Non, non. Puis en fait, j'avais déjà réglé ce problème de bégaiement depuis longtemps. Là, ça t'a pas empêché dans ta exact. carrière d'humoriste, là, en ce moment qui arrive. J'ai déjà été sur scène et je bégayais pas. Enfin, avant ça, je faisais de la chorale. Du coup, je chantais, je chantais sur scène et tout. Et ça m'a jamais posé problème. Du coup, ça m'a pas stressé tant que ça. Ça t'a pas stressé. On sait que tu es un grand fan donc, du basket et surtout des sneakers. Là, on a vu la petite paire, là aussi. C'est un truc qui influence beaucoup ton humour au niveau, tes intérêts, que ce soit au niveau du basket, des paires de chaussures. Là, tu avais fait un truc au niveau des poly-sneakers. C'est quoi être un poly-sneakers? On veut savoir la définition. En fait, le poly-sneaker, c'est quelqu'un qui aime les chaussures, qui aime vraiment les chaussures. En fait, c'est un fan de sneakers. Et moi, j'aime pas le terme sneaker addict. Parce que quand on dit addict, c'est que c'est négatif. Pour moi, un addict, c'est péjoratif. C'est quelqu'un qui est accro, qui ne peut pas s'empêcher. Alors que moi, ce n'est pas ça. Si j'ai 105 paires chez moi, ce n'est pas parce que je ne peux pas m'empêcher de ne pas acheter. C'est juste parce que j'aime l'histoire de la paire, j'aime le design, j'aime le designer. Genre, c'est vraiment un vrai travail. Par exemple, la paire que j'ai aujourd'hui, c'est une paire qui m'a touché depuis tout petit. Vous ne l'aurez pas remarqué, mais c'est la paire de Will Smith dans Men in Black 1. Quand il authentique, là. Exactement. Quand il rentre dans le QG pour la première fois, il a cette paire. Et je suis tombé amoureux de cette paire quand j'étais tout petit. Du coup, chaque paire a une petite histoire. Et voilà, c'est pour ça Poly Sneaker, parce que je les aime. Je les aime d'amour. Et si tu devais choisir de ne plus porter, soit entre Nike et ou Reebok, tu choisirais lesquels? Laquelle? De plus porter, vraiment. De plus porter? Ouais. Reebok, il peut partir. Hein. Ah ouais, ça peut partir. Sur 105 paires, je crois que j'en ai... T'es beaucoup plus Nike. Ouais, j'ai 95 paires de Nike. Et comment ça influence un peu dans ton humour, ça? Tu le mets un peu au niveau de la sauce, tu mets un peu de l'influence sneaker? Ouais, après, ça fait partie de mon personnage entier. Quand je monte sur scène, quand je sais que j'ai une grande scène, je choisis toujours ma paire avec prudence. Mon outfit, il est toujours travaillé avec prudence, même si les gens ne vont pas forcément capter, mais moi, je sais. Ça te met à l'aise aussi? Exact, ça me met super à l'aise. J'aime m'habiller en soi. Partout où je vais, peu importe la situation, j'aime m'habiller. Et sur scène, ça se voit, je pense. Et ouais, j'essaie d'en parler comme je peux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la façon de l'emmener vraiment, à part sur mon sketch sur Nike, que j'ai retravaillé. Du coup, je parle un peu de mon amour pour les paires. Mais ouais, ça fait partie intégrante de ma personne. Du coup, je pense qu'en tant que stand-upper, ça fait partie aussi de ma DA et de mon univers. Tu fais aussi du basket, donc. Ouais. Et on sait que les joueurs de basket, comme les humoristes, c'est de livrer un show, quand même, tout de même. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu apprendre du basket et que tu arrives à mettre un peu sur scène aussi? Vous êtes forte, hein, parce que vous posez trop des questions pertinentes, là. Non, en vrai, le basket fait clairement partie de ma vision sur stand-up. Quand je vais sur scène, c'est la même mentalité que pour le basket, par exemple. Ouais, cette mentalité-là, justement, ouais. On joue en équipe, je suis avec 4 autres gars sur le terrain, mais le but, à la fin, c'est d'être meilleur que même les 4 autres qui sont dans mon équipe. D'accord, si vous comprenez. Si. Et ça, c'est une mentalité un peu b-ball, ricaine un peu, de toujours vouloir être le meilleur, malgré le fait que ça soit mes coéquipiers, je veux quand même être meilleur que mes coéquipiers. Et ça, c'est un truc que les autres humoristes n'ont pas forcément capté, mais quand je suis sur scène, que je les vois passer, je les regarde en mode, OK, il a fait rire, bah vas-y, tu vas voir. Je vais faire encore plus rire que toi. Et par moments, ça peut être un peu fou, parce que quand je vais sur scène, je m'amuse même à reprendre des blagues à eux, pas les reprendre en mode je copie leurs blagues, mais rebondir sur leurs blagues pour faire ma blague à moi.
Et quand je vois que les gens rigolent encore plus, je regarde l'humoriste, je dis merci pour la passe D. Maintenant, on va parler un peu de ton regard vers l'Afrique, vers l'avenir aussi, parce que tu as joué donc avec Yanis, comme tu en parlais au tout début, au Dakar Comedy Club. Donc comment ça s'est passé là de jouer devant un public sénégalais? C'était incroyable. Franchement, ça s'est fait vraiment très spontanément. Parce que de base, on devait déjà y aller pour... moi, Yanis et un autre ami à nous, on devait y aller pour voir un de nos potes qui travaille là-bas. Ah, top. Du coup, c'était... Le contact, c'est top aussi. C'était juste un voyage qui devait être un voyage entre potes de 10 jours. Je me suis dit, si on voyage là-bas, autant rentabiliser le voyage, essayer de prendre en expérience. Du coup, j'ai contacté, j'ai cherché juste stand-up Dakar. Ah ouais. J'ai trouvé cette page parce qu'en soi, c'est la seule, je crois que c'est le seul gars qui monte des scènes de stand-up régulièrement à Dakar. Je lui envoie un petit message, il regarde ce que je fais et dit j'aime bien ce que tu fais, mais malheureusement, quand vous venez, on n'a pas de scène. Ah mince. Il n'y a rien pendant la période. Je dis ah ouais, merde. Mais il me dit, par contre, j'ai vraiment vu ce que vous faites et tout, j'aime beaucoup. Si tu veux, on peut s'arranger autrement. Je dis, si c'est possible, si c'est possible, tu nous trouves une salle, tu nous donnes 30 minutes chacun, nous on vient, on fait notre spectacle et c'est cool. Et il a dit oui, il a tout fait. Franchement, c'est quelqu'un d'incroyable. Dakar Comedy Club, d'ailleurs, s'il y a des gens de Dakar, qui allez suivre leur page, allez regarder ce qu'ils font. Ils sont vraiment incroyables, ils sont top. Et il y a plein d'humoristes de qualité. Donc franchement, c'était incroyable. Et tu aimerais jouer dans d'autres pays africains? Là, tu es comorien, mais tu as vécu à La Réunion aussi. Tu aimerais jouer dans d'autres pays? Ouais, clairement. Lesquels? Moi, je vais m'ouvrir à l'Afrique, toute l'Afrique francophone. Je pense à Dakar, je pense à Kinshasa, je pense vraiment à tous les pays francophones africains. Parce que je trouve que quand même, il y a une grande scène stand-up en Afrique. Mais en France, quand je parle des afrodescendants et la diaspora, quand on perce en France, on se dit c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est fini. On a percé en France, le jeu il est fini. Alors qu'on peut s'ouvrir à plus. Les Américains, quand ils percent aux États-Unis, ils disent pas c'est fini. Ils pensent vraiment partout. Après, l'anglais aide. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on parle français, qu'on a des pays qui parlent français à l'extérieur, c'est bien aussi de se tourner vers eux. Et l'Afrique, justement, c'est un nid qui demande que ça. Venez, faites des trucs, promouvoir la culture et organiser des choses pour cette jeunesse. Donc, je suis carrément ouvert à Comores, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, partout je pourrais. Et est-ce que tu dis, il faut que je m'adapte là, quand tu étais au Dakar Comedy Club, tu t'es adapté au niveau style d'écriture ou tu t'es dit, je vais faire pareil comme je faisais en France? C'est pas le même. Ils sont beaucoup plus relâchés. Et franchement, j'ai adapté dans le sens où le début, je fais quelques blagues sur le Sénégal et sur Dakar. C'est comme quand je vais jouer à Morlaix, dans le Nord, j'adapte un peu sur l'ambiance de la ville. Quand je vais jouer à Marseille, j'adapte un peu sur l'ambiance de la ville et tout. Je fais quelques petites impros. Du coup, c'était ça. Mais le fond de mon sketch en soi, ils le comprenaient vu que moi, je suis musulman et ils étaient musulmans. Du coup, je n'avais pas vraiment besoin d'adapter grand-chose. Ils avaient le message. En plus, ce qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de Français qui travaillent sur place, qui étaient venus. Donc ils ont pu profiter aussi. Voilà, franchement, c'était une scène, c'était moitié très local et moitié français qui travaillaient sur place. Et franchement, ça a fait une bonne ambiance et c'est ça aussi qui m'a plu. Ah super. On arrive bientôt à la fin de l'émission et donc qui dit fin d'émission dit coup de projecteur et c'est fou comment tout le monde, enfin la majorité en tout cas des humoristes qui sont passés, ont choisi le même coup de projecteur que toi. C'est sûr. Lewis cartonne là en ce moment. Donc tu as choisi Lewis. On va regarder un extrait. L'amour. L'amour, t'as vu, tant que tu l'as pas goûté, tu peux pas savoir c'est à quel goût. Des fois c'est épicé, des fois c'est salé, des fois c'est sucré, des fois c'est gluant. L'amour, c'est comme le bucket, c'est comme le menu 14 à Chicken Spot. À la fin, tu finis toujours aux toilettes, tu gagnes pas. Tu gagnes pas. Et l'amour, t'as vu, le truc c'est quoi? C'est que, en ce moment, je l'ai remarqué, souvent les femmes, elles sont célibataires. Pourquoi les femmes? Il y a des femmes célibataires dans la salle. Tapez des envois, je vois, juste pour... Toi, t'es célibataire? Ouais. Tu t'appelles comment? Jemima. Ouais, c'est pour ça. Change, fais un truc plus glamour.
dis, on va t'appeler, à partir de maintenant, tu t'appelles. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme prénom? Glamour. Mélissa. Sophie. Mélissa, t'aimes bien, voilà. Non, Fatou, non, maman. Mélissa. Jemima. Ça, c'est un nom de génie c'est un nom de... Ouais, c'est quelle origine? C'est hébreu, c'est dans la Bible. C'est hébreu, c'est dans la Bible. J'ai pas lu ça. Hein. Et toi, Mouster, là, qui est derrière, là, t'es célibataire? T'as avec quelqu'un? Tu mens? Puisqu'il on t'a dénoncé. Parle un peu avec Jemima. Mettez-vous, collez-vous un petit peu, collez-vous. On aime bien ça, nous. On crée des couples ici. À ton avis, pourquoi c'est un coup de projecteur qui plaît autant, Lewis? Lewis, il est authentique. Il est authentique. Il est lui. Il est sur scène. Il est tout simplement lui. Et c'est pour ça que je pense que les gens aiment bien et qu'il fédère beaucoup autour de lui. Dans le sens, c'est quelqu'un de vrai. Il ne fait pas de faux semblants. Il est comme il est sur scène, c'est comme il est dans la vraie vie. Vraiment. Vraiment. Et pour moi, c'est un grand frère. Il est comorien. Ah, bah voilà, tout s'explique. Peut-être que c'est pour... Non, mais c'est pas ça qui fait que. Ouais, parce qu'il y a d'autres Comoriens, c'est pas forcément. Non. Et quand il m'a découvert, c'était ma première scène qui a fait un déclic dans ma vie. C'était au Dockside où il y avait des grosses têtes. Il y avait Noom, c'était ma première fois. J'avais 6 mois de stand-up. Je suis là devant Noom, devant Lewis. Et il vient, il était là, il m'a dit non, t'inquiète, travaille et tout, t'inquiète. Il m'a donné des conseils après. Après cette scène-là, il m'envoie plein de messages. Il me dit viens, il m'a donné des scènes, il m'a conseillé. Et c'est quelqu'un de vrai. Je pense que sur scène, ça se voit. Même s'il parle, il va parler de choses un peu huileuses. Hein, mais en fait, vu que c'est quelqu'un de vraiment sympathique et de vraiment gentil, les gens le perçoivent dans sa scène, dans sa façon de jouer. Qu'en fait, quand il dit ça, il veut passer un message par derrière plus positif. C'est pour ça que les gens aiment, je pense. Ah, top. Et là, en ce moment, quelles sont tes actualités? Niveau spectacle. Niveau spectacle, là, je prépare quelque chose qui devrait venir l'année prochaine. J'essaie d'avoir une vision beaucoup plus novatrice de la scène en soi. Je prépare un concept d'EP, EP stand-up, où je vais sortir des petits projets courts de 30-40 minutes avec une scène où les gens vont venir et je testerai 30 ou 40 minutes de blagues devant eux, prendre ce qui marche à la fin, demander leur retour pour construire un spectacle qui sera beaucoup plus complet. Eh bien, on reste connecté dessus. Merci Naïm. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et on se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.